Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on va parler aujourd'hui du Choc des civilisations de Samuel Huntington. C'est un livre qui est sorti en 1996, un livre qui a fait polémique, qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains voient en la thèse de Huntington une thèse raciste, et d'autres y voient une grille de lecture intéressante pour comprendre l'équilibre géopolitique du monde. Et bien aujourd'hui, tout ce que je vais faire, c'est exposer la thèse d'Huntington. On est parti. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut dire du livre, c'est que ce livre, nous dit Huntington, n'est pas conçu comme un livre de sociologie, c'est plutôt un traité politique, un outil qui va permettre aux dirigeants et à toutes les personnes en fait qui dirigent des nations ou des structures supranationales, de guider les nations. Et ce livre en fait est une thèse, une analyse qui n'est valable que pour la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Alors vous avez des gens qui souvent réfutent cette thèse du choc des civilisations et puis qui nous disent « Oui, regardez, ce livre est faux parce que regardez ce qu'il s'est passé au XVIe siècle. » Oui, mais non, vous n'avez pas lu le livre parce que Huntington nous dit bien que ce livre, cette thèse qu'il nous livre dans ce livre n'est valable que pour la fin du XXe siècle et pour le début du XXIe siècle. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors quelle est la thèse principale du livre ? Avant ça, il faut que je te parle de Fukuyama qui a sorti lui un livre en 1992 et dans son livre La fin de l'histoire, Fukuyama nous disait que, à l'effondrement de l'ex-URSS, l'Occident avait gagné face à son plus gros ennemi, face à son ennemi idéologique le plus important, et donc Fukuyama, suivi par nombre d'intellectuels en Occident, nous prédisait la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est tout simplement le fait que, dorénavant, à la chute de l'ex-URSS, le libéralisme, la démocratie allaient s'universaliser dans le monde entier, petit à petit, et donc ils nous prédisaient tous le monde des bisounours. Et Samuel Huntington, en 1996, arrive avec son livre et dit « Non, non, pas du tout en fait. Ce qu'il se passe, c'est qu'on est passé d'un monde bipolaire de la guerre froide, c'est-à-dire que chaque nation dans le monde, même s'il y avait quelques nations non alignées, elle devait quand même se définir, par rapport à cette bipolarité qui est « suis-je du côté du communisme, suis-je du côté de l'égalité, suis-je du côté de la dictature prolétaire, même si c'est pas comme ça qu'ils se le vendaient à eux-mêmes, ou bien suis-je du côté du monde libre, du libéralisme, de la démocratie, de l'Occident ?» Et donc, même les nations non alignées devaient choisir des partenaires commerciaux par rapport à leurs accointances. Et donc, les nations étaient dans cette bipolarité, suis-je du côté du monde libre, de l'Occident, ou suis-je du côté du communisme ? Et donc, à l'effondrement de l'ex-URSS, Samuel Huntington nous dit que ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que toutes les nations qui étaient dans cette bipolarité communisme versus monde libre, vont devoir redéfinir qui elles sont, redéfinir leur identité. Et pour redéfinir leur identité, elles vont revenir sur des anciens clivages, c'est-à-dire sur la religion, sur la langue, sur la culture, sur les us et coutumes. Somme toute, elles vont revenir aux civilisations. Puisque Huntington nous dit les civilisations sont là pour répondre à cette fameuse question existentielle que se posent toutes les nations et tous les peuples, qui suis-je ? C'est donc pour ça que le livre de Samuel Huntington n'est valable pour analyser que la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, puisque somme toute, la thèse de Huntington analyse le comportement des nations dans le monde et l'équilibre géopolitique à l'effondrement de l'ex-URSS et à la fin de la guerre froide. Une civilisation est le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d'identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Elle se définit à la fois par des éléments objectifs comme la langue, l'histoire, la religion, les coutumes, les institutions, et par des éléments subjectifs d'auto-identification. Alors Samuel Huntington se base sur un à peu près consensus de spécialistes comme le spécialiste des civilisations Toynbee et d'autres, pour nous dire qu'il y a environ 8 civilisations. Elles sont la civilisation occidentale, la civilisation slave orthodoxe, la civilisation islamique, la civilisation africaine, la civilisation hindoue, la civilisation confucéenne, la civilisation japonaise et enfin la civilisation latino-américaine. Toute civilisation se prend pour le centre du monde. Huntington nous parle ensuite des civilisations et de la manière dont elles naissent et de la manière dont elles meurent, par rapport à celles qui ont déjà vécu avant notre civilisation occidentale. Et il nous dit que, la civilisation est le plus haut niveau d'identification des êtres humains, dont les êtres humains ont d'ailleurs besoin pour savoir qui ils sont. Et il nous dit que les civilisations fonctionnent selon plusieurs phases. Et dans ces phases, il y a le mélange, la gestation, l'expansion, l'âge du conflit,
la domination universelle, le déclin et enfin l'invasion et l'effondrement de la civilisation. Samuel Huntington nous rappelle également que les civilisations sont des entités culturelles et pas des identités politiques. Une civilisation ne sert pas à dire le droit, à maintenir l'ordre ou bien à collecter les impôts. Une civilisation peut regrouper en elle-même une ou plusieurs entités politiques. On a par exemple la civilisation chinoise qui est symbolisée par la structure politique qu'est la Chine. On a aussi la civilisation japonaise qui regroupe la seule nation japonaise. Et on a d'autres civilisations comme la civilisation musulmane ou occidentale qui regroupe évidemment plusieurs nations et donc plusieurs systèmes politiques, mais un seul système culturel ou alors des systèmes culturels qui sont véritablement très très proches. Ensuite, Huntington nous ramène à la civilisation occidentale et il nous rappelle qu'en Occident, eh bien, à partir du XIIIe siècle, il y a eu beaucoup de guerres de religion en Occident. Ceci dit, les guerres de religion vont s'arrêter en 1648 puisque les nations occidentales vont signer le traité de Westphalie, qui est un traité en fait qui signe que, eh bien, il va y avoir une laïcisation des rapports diplomatiques entre les nations, c'est-à-dire qu'elles ne se feront plus la guerre sur des bases religieuses et que chaque nation va laisser les autres nations, eh bien, pratiquer la religion qu'elles souhaitent. Et donc à partir du traité de Westphalie, il n'y aura plus en Occident de guerre de religion, il y aura donc, je l'ai dit, une laïcisation des rapports diplomatiques et c'est une laïcisation qui n'a eu lieu qu'en Occident. Et donc il va y avoir ensuite non plus des guerres de religion mais des guerres de rois et de princes. Et ces guerres-là vont durer jusqu'à la Révolution française et à la Révolution française il y aura non plus des guerres de princes et de rois mais des guerres de peuples et l'avènement des idéologies politiques. Par ailleurs, Huntington nous fait remarquer que l'Occident n'a jamais créé une religion qui s'est déployée dans le monde. En revanche, l'Occident est la seule civilisation qui a créé des idéologies politiques qui ont eu une importance dans le monde et qui se sont déployées dans les nations du monde. Et donc Huntington nous dit que de la Révolution française jusqu'à la guerre froide, il n'y aura plus en Occident que des conflits d'idéologie politique. Et donc, il nous dit qu'à partir de 1993, eh bien, nous allons assister à l'effondrement de l'ex-URSS, à la chute du mur de Berlin un petit peu avant, et à la fin de la guerre froide. On a déjà parlé de tout ça. Il faut quand même noter un point, à la fin de la guerre froide, Huntington nous dit qu'on est passé d'un monde bipolaire unilatéralement dominé par l'Occident, c'est-à-dire que pendant la colonisation, l'Occident dominait quasiment le monde entier. Et à la fin de la guerre froide, eh bien, on est passé à un monde multipolaire, à un retour sur les civilisations et à une décolonisation. Et donc, l'Occident va commencer à décliner et va commencer à être moins en position dominante par rapport au monde. Les Occidentaux doivent admettre que leur civilisation est unique mais pas universelle, et s'unir pour lui redonner vigueur pour faire face aux défis posés par les civilisations non occidentales. Ensuite, Huntington essaye d'analyser le fait que dans le monde, il y a de plus en plus de conflits de religion, des conflits de religion qui avaient un petit peu disparu et qui reviennent en masse. Et il nous dit c'est tout simplement parce que l'Occident a perdu de son influence dans le monde qu'il y a un retour à ces guerres de religion. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on l'a vu, l'Occident, lui, a des conflits, a des guerres ou des frictions uniquement sur des bases d'idéologie politique. Et comme ça n'est plus l'Occident qui domine le monde, eh bien il y a un retour aux guerres de religion, puisque, je le rappelle, les civilisations font un retour sur elles-mêmes et les civilisations eh bien, sont souvent appuyées sur des religions. Et donc, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a à nouveau de plus en plus de guerres de religion, de guerres ethniques ou de guerres de civilisation, quand avant, nous avions plus des oppositions, des conflits ou des guerres d'idéologie politique. Et c'est ce qui, selon Huntington, explique que, eh bien, il y a un renouveau et une prégnance de la religion dans les sociétés du XXIe siècle. Dans toutes les nations du XXIe siècle, on le voit, il y a un retour aux religieux. Eh bien, c'est aussi par ce manque d'influence de l'Occident dans le monde. L'Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures, mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l'oublient souvent, mais les non-Occidentaux, jamais. Ensuite, Huntington va critiquer en fait cette nation universelle qu'aurait voulu l'Occident. Je vous ai parlé en début de vidéo de Fukuyama qui nous expliquait que eh bien, les concepts occidentaux de libéralisme, de démocratie, que tout ça allait infuser dans le monde et que tout ça allait se déployer dans le monde et qu'on allait arriver à une civilisation universelle. Huntington nous dit que eh bien, c'est un grand rêve occidental, mais que ce rêve n'adviendra pas. Il faut que l'Occident se rappelle que sa civilisation est unique, mais qu'elle n'est pas universelle.
Fondamentalement, le monde est en train de devenir plus moderne et moins occidental. Donc il va y avoir une critique de cette fameuse civilisation universelle rêvée par l'Occident, et Huntington va nous montrer qu'en réalité ça ne fonctionne pas. On voit par exemple que la langue pour les échanges dans le monde est la langue américaine ou la langue anglaise. Et on voit que le monde ne s'est pas américanisé plus que ça. On voit que la Chine n'est pas américanisée. On voit que l'Iran n'est pas américanisé. On voit que le Japon n'est pas américanisé, etc. Et donc, cette civilisation universelle n'adviendra pas que ce soit sur une base linguistique, que ce soit sur une base politique ou que ce soit sur une base religieuse. Cette civilisation universelle rêvée par l'Occident et uniquement par l'Occident n'adviendra pas. Ce n'est pas la peine d'essayer d'exporter son idéologie politique, ça ne marchera pas. Voilà la leçon que nous donne Samuel Huntington et la critique qu'il formule par rapport à ce rêve, cette utopie occidentale. L'idée selon laquelle la diffusion de la culture de masse et des biens de consommation dans le monde entier représente le triomphe de la civilisation occidentale repose sur une vision affadie de la culture occidentale. L'essence de la civilisation occidentale, c'est le droit, pas le McDo. Le fait que les non-occidentaux puissent opter pour le second n'implique pas qu'ils acceptent le premier. C'est également sans conséquence directe sur leur attitude à l'égard de l'Occident. Quelque part au Moyen-Orient, une demi-douzaine de jeunes gens peuvent bien porter des jeans, boire du Coca-Cola, écouter du rap et cependant faire sauter un avion de ligne américain. Pendant les années 70 et 80, les Américains ont consommé des millions de voitures, de postes de télévision, d'appareils photo et de gadgets électroniques japonais sans se japoniser pour autant. Ils sont même devenus de plus en plus hostiles au Japon. Seule l'arrogance incite les Occidentaux à considérer que les non-occidentaux s'occidentaliseront en consommant plus de produits occidentaux. Le fait que les Occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des aliments trop riches, voilà qui est révélateur de ce qu'est l'Occident. Et donc, comme cette civilisation universelle n'arrivera jamais, eh bien Huntington nous dit que l'Occident doit apprendre à traiter avec d'autres civilisations qui ont des intérêts différents de l'Occident, qui ont des valeurs différentes de l'Occident et qui ont des mœurs différentes de l'Occident. Et il ne s'agit pas d'être dans le jugement ou dans la morale, il s'agit simplement de se rappeler que l'Occident, encore une fois, est une nation qui est unique, qu'elle doit défendre ce qu'elle est pour ce qu'elle est, elle doit persévérer dans son être, dirait Spinoza, mais elle ne doit pas forcément tendre à une civilisation universelle qui est perçue par les autres civilisations comme une violence. Samuel Huntington insiste sur le fait qu'il ne faut pas imposer cette civilisation universelle, cette utopie occidentale aux autres civilisations parce que sinon ça va réveiller chez les autres civilisations des réflexes belliqueux, des réflexes identitaires, des réflexes civilisationnels belliqueux contre l'Occident qui essaye de leur imposer une civilisation qui n'est pas la leur et dont ils ne veulent pas. Huntington nous rappelle que l'Occident n'a pas eu le triomphe escompté à la chute de l'ex-URSS. C'est-à-dire qu'on pensait que l'Occident sortirait de cette guerre la tête haute et triomphant. Et en vérité, cette guerre froide semble avoir épuisé l'Occident. L'Occident n'ayant plus d'ennemis, on sent que l'Occident est un petit peu perdu. L'Occident a des problèmes de démographie, de stagnation démographique. L'Occident a des problèmes de croissance économique. L'Occident a des problèmes au niveau de ses valeurs, a des problèmes de chômage. Elle a également des problèmes économiques et plus particulièrement aux États-Unis, l'Occident a des problèmes de drogue et de criminalité. Huntington nous dit que la puissance économique se déplace vers l'Extrême-Orient et il nous dit que l'Occident, du coup, décline, que ce soit au niveau de sa puissance économique, au niveau de sa puissance militaire, au niveau de sa démographie et au niveau de son influence sur le monde. L'Occident est en déclin à tous les niveaux. Si la démographie dicte le destin de l'histoire, les mouvements de population en sont le moteur. Huntington critique aussi cette manière qu'a eu l'Occident de montrer à tout le monde que sa richesse, en fait, montrait que l'Occident avait des valeurs supérieures aux autres. L'Occident est actuellement en déclin économique et donc du coup, comme l'Occident est en déclin économique, elle a moins d'influence sur le monde. Parce qu'on a gardé ce logiciel qui fait que la nation riche est la nation qu'on a envie d'imiter. La nation qui réussit matériellement est la nation qu'on a envie de mimer, avec laquelle on a envie d'être vu, avec laquelle on a envie de commercer et avec laquelle on a envie de ressembler. Et ça, c'est en train de se retourner contre l'Occident, je l'ai dit, parce que l'Occident perdant de son influence dans le monde, de moins en moins de nations ont envie de ressembler à l'Occident, de moins en moins de nations ont envie de traiter avec l'Occident, de moins en moins de nations envient l'Occident. Parallèlement à cela, l'auteur nous rappelle que les civilisations non occidentales, quand elles se sentaient faibles et quand elles étaient dominées par l'Occident,
ont utilisé des valeurs occidentales pour se protéger de la domination occidentale. Elles ont utilisé des valeurs telles que le droit à l'autodétermination, le libéralisme, l'universalité des droits occidentaux et puis la démocratie. Maintenant qu'elles se sentent plus fortes et qu'elles craignent moins la domination occidentale, eh bien ces nations non occidentales attaquent les valeurs mêmes qui ont servi à leur émancipation et décident qu'elles n'ont plus aucune valeur. Et donc les valeurs occidentales pour ces civilisations non occidentales n'ont plus aucune valeur. C'est-à-dire que toute valeur occidentale a de fait beaucoup moins de valeur que toutes les valeurs non occidentales. Ce phénomène, on l'appelle l'indigénisation. Et cette indigénisation est particulièrement visible sur les civilisations qui pratiquent dans leur retour civilisationnel un retour au religieux. Et donc tout au long du livre, eh bien, l'auteur va analyser le déclin de l'Occident, qui est un déclin qui est lent, c'est pas un déclin rapide, mais c'est un déclin qui est lent et c'est un déclin qui est difficilement visible puisque l'Occident dominait le monde. C'est-à-dire que même si l'Occident aujourd'hui domine un peu moins le monde, ça reste une civilisation qui compte et pour Samuel Huntington, ça va rester encore pendant quelques décennies une civilisation qui compte. Mais peut-être que vers la fin du 21e siècle ou au début du 22e siècle, eh bien la nation occidentale aura véritablement décliné. Et puis il va montrer en quoi la civilisation islamique est sur une phase ascendante et en quoi la civilisation chinoise également est sur une phase ascendante. Le problème central pour l'Occident n'est pas le fondamentalisme islamique, c'est l'islam, civilisation différente dont les représentants sont convaincus de la supériorité de leur culture et obsédés par l'infériorité de leur puissance. Dans le livre, l'auteur va également analyser des fraternités de civilisation. Il va nous montrer par exemple que dans les années 90, quand les musulmans se sont opposés aux Serbes ou que les Serbes se sont opposés aux musulmans, eh bien la civilisation slave-orthodoxe russe a défendu la civilisation slave-orthodoxe serbe. Et la civilisation islamique iranienne a défendu la civilisation islamique des musulmans qui faisaient face aux Serbes. Et on voit comme ça qu'il y a plein de solidarité civilisationnelle et il en cite beaucoup de cas afin de nous convaincre eh bien, qu'il y a véritablement des fraternités civilisationnelles. Et c'est vrai que c'est aussi ce que j'aime dans le livre, c'est qu'il est extrêmement didactique, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de chiffres. Il y a d'ailleurs un PDF que je vous mettrai un lien en description avec le PDF en fait, qui est issu du livre où vous avez tous les graphiques, tous les rapports de force, le déclin démographique par exemple de l'Occident, le déclin économique de l'Occident, le déclin au niveau des territoires que contrôle l'Occident également. Il y a véritablement plein de chiffres et ça permet en fait de se rendre compte que eh bien, l'analyse et la thèse de Huntington est basée sur des faits, sur une interprétation des faits certes, mais sur des faits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça, qui a sorti de son chapeau ex nihilo une thèse comme ça. Et c'est souvent ce que disent les gens, que voilà, Huntington était un raciste, ce qui n'est pas du tout le cas. Huntington n'est pas du tout un auteur d'extrême droite, c'est au contraire un analyste politique. Tout ce qu'il y a de plus fin et tout ce qu'il y a de plus mainstream aux États-Unis à l'époque où il vit, c'est simplement quelqu'un qui a théoriser quelque chose qui est en train d'arriver et qui n'arrange pas, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, la civilisation occidentale qui est toujours coincée dans son utopie de la civilisation universelle où tout le monde va rêver d'avoir des droits, où tout le monde va rêver de démocratie, où tout le monde va rêver de capitalisme et où tout le monde va rêver de croissance positive. Eh bien non, ça n'est pas le cas. Encore une fois, je le répète. La thèse qui est déployée dans ce livre est considérée par certains comme une thèse raciste. Honnêtement, je ne vois pas du tout en quoi cette thèse est raciste. C'est simplement une thèse qui permet de comprendre les rapports de force et qui permet de comprendre, du coup, pour nos dirigeants et pour ceux qui s'intéressent à ce que doivent faire nos dirigeants, eh bien, de comprendre ce qu'on doit faire en fait pour protéger notre civilisation, pour éventuellement promouvoir notre civilisation et pour avoir dans le monde en fait un espèce de rapport apaisé et d'influence positive sur le monde. Donc je vois vraiment pas en quoi ce livre a fait polémique. Je pense que ce livre a simplement fait polémique parce qu'il rentre en fait en conflit direct avec cette utopie occidentale dont je vous ai parlé, qui est l'utopie de la civilisation universelle, où les Occidentaux croient vraiment que le monde entier rêve de ces valeurs, rêve de libéralisme, rêve de capitalisme, rêve de liberté individuelle. Ça n'est pas le cas. L'Occident doit arrêter de faire le gendarme du monde, l'Occident doit arrêter de vouloir imposer ses valeurs au monde, l'Occident doit s'occuper de l'Occident, doit se rassembler pour protéger et faire vivre sa civilisation unique, mais non universelle. Les multiculturalistes américains rejettent l'héritage culturel de leur pays. Ils souhaitent créer un pays aux civilisations multiples, c'est-à-dire un pays n'appartenant à aucune civilisation et dépourvu d'unité culturelle.
L'histoire nous apprend qu'aucun État ainsi constitué n'a jamais perduré en tant que société cohérente. Je voulais aborder avec vous un dernier point avant de finir la vidéo, c'est tout simplement que je vois beaucoup d'enfants d'immigrés ou de personnes qui ont des racines en fait dans l'ère civilisationnelle islamique qui rejettent en France d'une manière extrêmement violente cette fameuse thèse du choc des civilisations. Et à mon avis, s'ils rejettent très souvent d'une manière émotive et d'une manière non argumentée cette fameuse thèse du choc des civilisations, c'est tout simplement parce qu'en bons occidentaux qu'ils sont, ils ont du mal à entendre et peut-être du mal aussi à comprendre eh bien, que les personnes dont ils se réclament au niveau de leurs racines, c'est-à-dire les personnes de l'ère civilisationnelle islamique, n'ont pas les mêmes aspirations qu'eux. C'est-à-dire qu'ils n'aspirent pas à l'égalité entre les hommes et les femmes, ils n'aspirent pas au libéralisme, ils n'aspirent pas au confort du capitalisme, ils n'aspirent pas à l'égalité en droit entre les gens, que ce soit des homosexuels ou des hétérosexuels. C'est-à-dire que toutes les civilisations n'adhèrent pas aux mêmes aspirations que la civilisation occidentale. Et c'est-à-dire que ces enfants d'immigrés ou ces personnes d'origine immigrée, d'origine de la civilisation islamique, je pense, sont de véritables occidentaux en ce sens qu'ils auraient envie d'universaliser la civilisation occidentale. Et nous l'avons vu lors de cette vidéo, ça n'est pas possible. Il faut prendre en compte le fait que la civilisation occidentale est unique et non universalisable comme toutes les autres civilisations du reste. Ça n'est pas quelque chose qui est inhérent à notre civilisation. C'est pour toutes les civilisations comme ça. Et c'est pour ça, je pense, que cette théorie, cette thèse du choc des civilisations est rejetée par beaucoup, y compris chez ceux qu'on appelle les Français de souche, notamment à gauche, parce que ça donne un aspect intolérant et ça donne un espèce d'aspect raciste où on se dit que, eh bien, peut-être les autres sont de mauvaises personnes parce qu'ils n'adhèrent pas à la démocratie, ils n'adhèrent pas au libéralisme, ils n'adhèrent pas à l'égalité en droit entre les êtres humains, ils n'adhèrent pas à l'antiracisme, etc., etc. Mais c'est leur droit, c'est tout simplement leur droit. Ils ont des aspirations différentes, ils ont peut-être des côtés positifs qui sont différents de la civilisation occidentale. Personnellement, je préfère la civilisation occidentale, mais c'est normal, c'est la mienne, j'ai grandi dedans et j'ai même œuvré à cette civilisation occidentale comme chacun d'entre nous. Donc c'est normal que ce soit celle que je préfère. Mais ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. Ça ne veut pas dire que c'est celle qui est universalisable et qui est souhaitable pour toutes les nations et pour toutes les civilisations du monde. Ça n'est pas vrai, il faut arrêter de penser comme cela. On ne peut pas avoir de vrais amis si on n'a pas de vrais ennemis. À moins de haïr ce qu'on n'est pas, il n'est pas possible d'aimer ce qu'on est. Voilà des vérités très anciennes que nous sommes en train de redécouvrir avec douleur après plus d'un siècle de sentimentalité. Ceux qui les nient leur famille, leur héritage, leur culture, les droits qu'ils acquièrent en naissant et jusqu'à leur moi. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup, au revoir.